Avant de passer la parole à nos conférenciers, je vous rappelle que nous sommes ici dans le cadre de l'association du Cercle du 17 janvier. Et cette association a pour vocation de nous permettre, comme c'est aujourd'hui, de se retrouver pour des échanges fraternels et partager nos expériences respectives. Je vais juste présenter peut-être un tout petit peu plus en détail et brièvement nos deux conférenciers. Philippe Duquesnoy, profession aventurier. Quant à Jean-Luc, alors bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais ils ne doivent pas être bien nombreux, c'est même plus qu'un chercheur, c'est un des protagonistes de l'affaire, parce que ça fait quelques années qu'il est là et qu'il a participé. Alors quant à sa bibliographie, entre les recherches sur Rennes-le-Château, les Templiers, le Charivari, il y en a tellement, traduit dans plusieurs langues d'ailleurs. Et je passe la parole à Philippe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle donc Philippe Duquesnoy. Les gens qui suivent les forums d'internet ou les pages Facebook, on me connaît sous le nom de Philémon. Je ne suis pas particulièrement un chercheur de trésors, pas un chercheur de vérité. J'aime plutôt à me dire que je suis un chercheur d'explication. Je suis fier d'être là et j'ai mis, Jean-Luc l'a vu d'ailleurs, j'ai mis que c'était un peu mon bâton de maréchal. Et c'est pas un vain mot, c'est pas une image, c'est pas une métaphore. Je suis vraiment très fier, très content d'être ici à Rennes-le-Château, à quelques mètres de l'endroit où a vécu la Vessonnière, invité par Jean-Claude Debroux, par Marc Mirabel, par Alain, au Cercle du 17 janvier, qui fait vraiment partie, j'allais dire, des fondamentaux de Rennes-le-Château, face à Jean-Luc Chauveil. C'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais imaginé quand un jour j'ai foutu mon nez dans cette histoire de Grand Parchemin. Je suis là pour présenter un livre qu'on a écrit l'année dernière et qui, pour une raison qui n'a pas pu sortir au 17 janvier l'année dernière, donc je suis venu présenter cette année. Il est sorti dans le courant de l'année 2017. Alors ce livre, vous l'avez là, ça s'appelle Rennes-le-Château, complément d'enquête. Il a été écrit par 4 auteurs et on a rajouté un texte de Gérard de Sède qui a été présenté comme étant inédit. Alors il n'est pas inédit dans la mesure où il était déjà paru, et d'ailleurs on a publié le fac-similé dans notre livre, mais il n'a pas été publié, j'allais dire, il a été simplement publié dans le bulletin des officiers de réserve du chiffre, qui étaient des gens qui ont participé, qui ont aidé Gérard de Sède à travailler sur les parchemins. Et je raconterai comment, tout à l'heure, au cours du débat, comment on a obtenu l'autorisation de publier ce livre, et surtout comment on a eu l'occasion de rencontrer un collègue de Gérard de Sède, des années 60, qui l'a aidé à travailler sur Les Templiers sont parmi nous, c'est-à-dire avant l'affaire de l'Ordre de Rennes, un monsieur qui vit encore, il vit en Bretagne. On l'a rencontré, et il nous a parlé et c'est lui qui nous a mis d'ailleurs en contact avec les gens des officiers du chiffre. Voilà. Ce livre, il a la particularité d'avoir été écrit par 4 personnes qui ne se connaissent pas. On ne se connaît pas. Donc il y a 4 auteurs, on les voit mal, je vais dire les 4 auteurs, c'est François Lange, Jacques Mazière, Jean Luquin, qui est un Belge, Jean Luquin étant un pseudonyme, je ne connais pas son vrai nom, et donc Philippe Duquesnoy. Mais on ne se connaît pas, on s'est simplement rencontrés sur le forum de Jean-Claude, on s'est échangé, on a parlé, on est devenus plus ou moins copains, on a décidé de faire un livre simplement en échangeant par Internet. Et avec comme principe de ne pas imposer de direction éditoriale. Il fallait simplement que le thème du bouquin, le thème de l'article, ne soit pas trop farfelu. Je sais qu'au Cercle du 17 janvier, il y a peu de gens qui sont persuadés que les aliens sont intervenus dans cette affaire, qui ne passent pas leur vie à chercher des explications métaphysiques et compliquées. On reste précis, on parle de faits, ça s'appelle complément d'enquête, non qu'on remet en question le travail qui a été fait avant. On sait tous le travail qui a été fait, et quand on lit, et quand on se rend compte de la difficulté d'avoir des informations, quand on voit par exemple le travail qui a été fait par M. Vallée qui est là, et qui a écrit dans les années 80 des bouquins comme les archives de Rennes-le-Château ou le trésor de Rennes-le-Château, quand on voit le nombre d'informations, et comme on imagine comment ça doit être compliqué à cette époque-là, où il n'y a pas Internet, où le téléphone, et tout le monde n'a pas le téléphone, où c'est compliqué de se déplacer, comment on arrive à avoir des informations. Alors on ne remet pas en cause ces informations qui sont données à l'époque, par contre on recherche s'il n'y a pas
des compléments d'enquête à faire sur ces faits, sans les remettre en cause, simplement en les précisant. Hein, c'est le principe de ce livre, qui est tome 1, comme vous le voyez. Il y aura un tome 2, alors il sera sous une autre forme. C'est l'intérêt aussi, on n'est pas trop prisonnier, c'est pas notre métier d'être éditeur, c'est d'ailleurs pas notre métier d'être écrivain, pas comme Jean-Luc qui est un écrivain. Nous, on écrit juste des textes, hein, qu'on publie. La modernité nous permet de publier sur Internet, de publier sur Facebook. Vous faites ce livre-là, en 3 semaines, vous faites un livre maintenant en restant assis sur votre fauteuil. Et il se retrouve disponible absolument dans le monde entier. Je tiens d'ailleurs à préciser que depuis ce matin, on voulait quand même le 17 janvier 2019 faire quelque chose, le livre Rennes le Château complément d'enquête est disponible en Kindle, en e-book, sur Amazon. Donc dans le monde entier. Alors c'est 7 $, je ne sais pas combien ça fait, 6,52 €. Et vous avez le livre sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone, ou sur votre Kindle. On a voulu profiter de ces avancées technologiques pour pouvoir dire notre mot, j'allais dire, à Rennes-le-Château. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est fait d'une manière sincère, d'une manière honnête. Dans ce livre, il n'y a rien absolument rien d'imaginer qui ne soit pas prouvé, qui ne soit pas visible par tout le monde. Alors il y a des gens, je vais vous présenter les quatre articles, hein, en les détaillant un peu plus quand il s'agira du mien. Il y a des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, mais il n'y a rien qui soit sujet ni à controverse, ni à contestation ferme, en disant ce que vous dites là, c'est pas vrai. Hein. Il y a toujours quelque chose derrière. Je vais vous parler de la rencontre pour le livre de Gérard de Sède, parce que c'est intéressant. Et surtout, c'est le bulletin de l'Arc, l'amicale des réservistes du chiffre. Voilà. En 1963, lors de leur congrès annuel, Gérard de Sède fait une conférence. On est en 63, on est 4 ans, presque 5 ans, avant la publication de l'Or de Rennes. Donc on s'aperçoit que Gérard de Sède, déjà à cette époque-là, s'intéresse à la cryptologie. Hein, puisque le titre de sa conférence est « Aperçu de cryptographie médiévale ». La conférence, je ne sais pas si elle a été faite après l'apéritif, après le repas ou avant, mais elle est parfois un peu décalée. Hein, il y a certaines affirmations sur les codes templiers au Moyen-Âge qui ne sont pas farfelues, mais qui sont vraiment un peu tirées par les cheveux. On a plus l'impression de lire ça dans un livre dans de la para-histoire, vraiment. Hein. Pourtant, il s'adresse, à l'époque, à l'association des réservistes du chiffre. Hein. Mais c'est assez décalé quand même. Alors, comment Gérard de Sède a rencontré les gens de l'ARC? Il les rencontre par l'intermédiaire d'un nommé René Milon. Donc René Milon, il est journaliste à l'AFP. Il est journaliste à l'AFP donc dans les années 60 et il connaît Gérard de Sède d'une manière professionnelle. Hein, Gérard de Sède est journaliste à l'époque et il donne des papiers par l'intermédiaire de l'AFP. Donc c'est comme ça qu'il le rencontre. Ce René Milon est également réserviste du chiffre. Et lors des Templiers sont parmi nous, Gérard de Sède lui demande de lui ramener un document. Donc René Milon ira chercher les plans de la chapelle Sainte-Catherine qui sont publiés dans les Templiers sont parmi nous. C'est René Milon qui ira chercher pour Gérard de Sède c'est Gérard de Sède qui donnera la référence et l'endroit où on peut trouver ce plan de la chapelle Sainte-Catherine. Et René Milon travaillera donc en fait en étant documentaliste de Gérard de Sède sur les Templiers sont parmi nous. C'est René Milon qui présente M. d'Herville, enfin le colonel, le commandant d'Herville, et le colonel d'Herville et le commandant Arnaud, à Gérard de Sède. Il est présent et Gérard de Sède donc fréquente l'ARC. Il donne une conférence lors de leur congrès annuel. Cette conférence sera reprise dans le bulletin annuel de l'ARC, donc là, la nouvelle série 10e année. Et c'est ce texte que l'on produit dans notre livre. René Milon nous a donc introduit à l'intérieur, ça s'appelle l'ARCI maintenant, hein, ça a changé un peu le nom c'est plus l'ARC, c'est l'ARCI. René Milon nous a présenté à M. Laloy, M. Laloy étant l'actuel secrétaire général de l'association des réservistes du chiffre, et c'est M. Laloy qui nous a donné ce livre, ce fichier, qui nous a permis de l'imprimer. Et il nous a garanti que c'était la première fois qu'il serait
édité sous forme d'édition. Gérard de Sède en parlera une fois dans une note lors d'une dispute qu'il a eue, et il citera son texte qu'il a écrit, mais bon, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont lu, enfin qui le liront, il paraît un peu quand même, pas farfelu, mais un peu, j'allais dire, affirmatif pour beaucoup de choses. Donc voilà. Donc on était très fiers, bien évidemment, de publier un livre où il est marqué Rennes-le-Château et où on a pu insérer un texte de Gérard de Sède inédit. Et je pense que pour tous les gens qui sont passionnés par cette affaire, que ce soit les bibliophiles ou simplement les gens qui sont intéressés historiquement, ce fait-là n'est pas négligeable. Juste un petit mot. Les Templiers sont parmi nous de Gérard de Sède, c'est 1960-61. Gérard de Sède a reçu, comme vous le savez, à peu près 1000 pages, tout un dossier sur Gisors, Rennes-le-Château, Stenay, le prieuré de Sion, et il va procéder livre par livre. Il a été très intrigué par Plantard, Plantard qui, lui, a donc donné des carrés magiques, il a donné des portas, etc. Il a été très intégré, et c'est là qu'il va consulter les réservistes du chiffre pour essayer d'avoir une explication rationnelle de tous ces codes du Moyen-Âge. Alors ces codes du Moyen-Âge, en fait, ce sont les carrés magiques de Cornelius Agrippa de Lettenheim, 1500 et quelques. Et Plantard s'en est servi pour les intégrer dans Gisors. Mais évidemment, la pensée rationnelle, méthodique de Gérard de Sède demande à avoir une explication. Et c'est peut-être là, j'insiste juste sur ce point, que l'affaire va se compliquer entre un journaliste qui veut des faits et qui veut raconter une histoire et quelqu'un qui lui parle au niveau de la symbolique. Vous avez deux formes d'approche, de préhension de la réalité tout à fait différentes. Et c'est ce qui va se passer partout, que ce soit à Gisors, à Rennes-le-Château ou à Stenay. À chaque fois, vous aurez une forme d'attaque de la réalité qui sera complètement différente. Et ces deux mélanges vont faire qu'il y aura énormément de débordements, aussi bien à Gisors qu'à Rennes-le-Château qu'à Stenay, parce que ce n'est pas la même logique. La logique de Plantard n'est pas celle de Gérard de Sède, comme la logique de Gérard de Sède n'est pas celle de Philippe de Cherisay. Juste une précision, pour l'histoire de la chapelle Sainte-Catherine, je vais quand même publier l'endroit exact de la chapelle Sainte-Catherine, c'est-à-dire la chapelle Sainte-Catherine était à Flavacourt, elle avait été créée par les seigneurs des Fouilleuses, et elle était à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. Elle avait été créée en 1522 par les seigneurs de Flavacourt, et par conséquent, elle n'était pas sous le donjon, elle était à 300 mètres de là. Donc, Millon, vous pouvez interpréter la chapelle Sainte-Catherine, elle n'avait aucun rapport avec les Templiers. Je pense que là, il y a eu une erreur de sa part. C'est tout. Oui, René Millon précise qu'il ne connaît ni l'affaire de Rennes-le-Château, ni l'affaire des Templiers sont parmi nous. Il demande simplement, Gérard de Sède lui demande d'aller chercher un document. Voilà, mais après, Millon que François Lange a rencontré plusieurs fois, dit, je veux par contre savoir la véracité. Évidemment, il ne croit pas qu'elle soit en dessous, puisque c'est ce qui est un peu... la chapelle Sainte-Catherine n'est pas où exactement elle est indiquée dans le livre. Ah non, mais la chapelle Sainte-Catherine, il y a un texte. Et un texte, c'est un fait précis. Elle a été créée en 1522 par les seigneurs de Flavacourt, dénommés les Fouilleuses, et elle est située au portail nord de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. Elle n'est pas située sous le donjon, qui est à 200 mètres de là. Tout à fait. Voilà. Donc il peut demander à Millon son avis sur la chapelle Sainte-Catherine, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Non, Millon dit, moi il m'a demandé, il a donné l'endroit. Par contre, j'ai pas l'endroit où il est allé le chercher. Et donc en 2018, René Millon se souvient encore de la cote, à 393. Il m'a dit, je me suis rendu dans une bibliothèque à la côte 3, à 393, il y avait un plan
j'ai demandé la copie et je l'ai ramenée à Gérard de Sède. C'était la copie de la chapelle Sainte-Catherine, mais René Milon ne dit pas si elle est dans le prolongement. A priori, il est dans le prolongement de l'église, il ne dit pas qu'elle est en dessous. Hein. Il ne pose aucun jugement là-dessus. Hein. Mais c'est la chapelle, c'est la copie, c'est la copie des seigneurs de Flavacourt, dénommés les Fouilleuses. Et ce plan de la chapelle Sainte-Catherine, il concerne le portail nord de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. Et non pas donc du temps des Templiers, mais 300 ans après, puisqu'elle a été construite en 1522. Voilà. Merci de cette précision. Étude et analyse de la carte de la vraie langue celtique. Donc c'est un texte qui a été écrit par Jacques Mazière, par le docteur Mazière, qui est un docteur qui travaille dans le Lot, et qui fait une étude, j'allais dire, assez rigoureuse, sur le fait que la carte qui est présente sur la première page de l'abbé Boudet, la VLC, serait bâtie sur le même modèle que la stèle de Blanchefort. Voilà, donc il y a longtemps qu'il développe cette thèse sur Internet, et donc il y a tout un texte qui essaie de justifier ces observations. Le deuxième texte, c'est un texte donc, de Jean Luquin, donc, il étudie le texte d'Albarel, qui a publié un livre qui s'appelle Requies Catin Pace. Donc évidemment, il y a la reprise de la fameuse formule sur la tombe de Madame de Blanchefort, où on estime que Catin, ça n'aurait pas lieu d'être sur la tombe. Albarel faisait partie de la César, hein, donc c'est quelqu'un qui connaissait peut-être soit la stèle, soit le bulletin, et qui sans doute s'est amusé de cette découverte, et qui a fait un texte, à mon avis, en ayant vu la stèle, il s'est amusé à faire un texte, Requies Catin Pace, et où c'est un texte dans l'esprit un peu de ce qui se faisait à cette époque-là. C'est un texte qui est avant la guerre 40, entre les deux guerres, et Jean Luquin fait toute une étude là-dessus, qui est assez intéressante, mais qui ne prend pas, voilà, on pouvait imaginer que Albarel est celui qui a gravé, soi-disant, la stèle, soit dans la même équipe, et essayer de faire passer un message, ou tout simplement de dire, il y a quelqu'un qui a vu ça, il a trouvé que c'était rigolo, et il a fait un texte ensuite. Antonin Schwab, donc c'est François Lange, qui pense que Antonin Schwab était la personne qui fondait l'or que découvrait la Bessonnière. Donc il fait tout un texte en essayant d'identifier. Là encore, il n'affirme rien du tout. Il fait des recherches autour de ce monsieur. Il y a des possibilités. Il se rend compte qu'il fréquente pas mal de gens qui étaient des habitués de la table de la Bessonnière. Voilà, il n'y a pas d'affirmation. C'est une recherche. Lui se dit, à mon avis, la Bessonnière a trouvé de l'argent, a trouvé un trésor. Il fallait forcément qu'il fonde. Il fallait forcément que quelqu'un dans la région l'aide à fondre son or. Il met c'est un policier, François Lange, donc j'allais dire, il met Antonin Schwab en garde à vue, et il essaie de trouver la vérité. Le texte ne dit pas que c'est lui qui fond l'or, c'est une recherche, c'est une vraie enquête. Alors la vraie langue celtique, le secret d'Erlirbad, de Jean Luquin, donc c'est un texte qu'il a repris, qui a été écrit en 2012, qu'il a amélioré, qu'il a vraiment transformé. Je ne suis absolument pas bouddhétiste, je ne comprends rien du tout. Puis j'ai vu qu'il y avait des bouddhétistes célèbres qui sont là, donc j'oserais pas m'avancer sur ce sujet-là. Mais la VLC me tombe des mains, franchement. Quand je dis ça, j'arrive pas à lire. Par contre, j'ai lu l'article de Jean Luquin, et l'article est très intéressant. C'est sur un point très très précis, très précis du texte de l'abbé Boudet. Donc, c'est Erlirbad, qui serait l'archibride. C'est vraiment un texte très très intéressant. J'ai été surpris d'ailleurs de m'intéresser à ça, j'ai relu plusieurs fois, et j'ai échangé beaucoup avec Luquin, et c'est intéressant. Nous avons un texte également, toujours de François Lange. Alors ce texte, c'est une première étude, parce qu'il continue à l'heure actuelle, alors pas sur le tombeau des Ponty, mais sur M. Laurence. Monsieur Laurence, qui est celui qui a construit qui a fait construire le tableau des Ponty. Donc voilà, il y a toute une étude, c'est sur Monsieur Laurence, il n'y a pas de digression sur le tableau, sur le panneau, sur Poussin, sur l'Arcadie, c'est vraiment une recherche
sur la vie de M. Laurence. Voilà, et moi j'ai fait donc un texte sur le codage des parchemins, puisque je considère que les parchemins ont été codés ensemble. C'est ce que dit Gérard de Sède dans son livre, hein, avec les officiers du livre. Il dit les parchemins sont de la même main. Il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est, pour ceux qui ont lu le livre de Jean-Luc, donc publié par les éditions Pégase, Testament du prieuré de Sion, notamment dans l'opuscule Pierre et Papier, dont tout le monde l'a lu. Il y a eu un gros débat à l'époque, parce que Philippe de Cherizet disait qu'il avait tiré le texte du petit parchemin d'un livre, le dictionnaire de la Bible, le dictionnaire archéologique de la Bible, qui était écrit, qui était par un nommé Don Cabrol. Voilà, le dictionnaire archéologique de Don Cabrol, il fait 15, c'est énorme, il fait 15 tomes, il doit avoir 45 000 pages, c'est gigantesque. Je crois que personne n'est allé vérifier si ce texte était là, mais je pense que de bonne foi... Ah bon, bah, les gens ils sont aperçus qu'il n'était pas là. Hein, ils sont aperçus qu'il n'était pas là. Oui, non, mais ça on en reparlera parce que d'abord, il faut bien décrire qui est Philippe de Cherizet. Non, mais je te donne raison dans le livre d'ailleurs. Je te donne raison dans le livre parce que c'est ni Philippe de Cherizet, ni personne, c'est Jean-Luc Chomeil qui le dit lors d'une interview qui est faite par un monsieur qui est dans la salle, Johan. Il précise, non, mais je te donne raison, hein, dans le livre, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir. Donc il y avait 2 personnes au monde qui sont allées voir, ils sont de chaque côté de la table. Mais bref, donc Cabrol, j'allais dire, alors les gens le croyaient de bonne foi. Par contre, après la publication du Da Vinci Code, il y a un théologien allemand qui s'est aperçu que le texte du petit parchemin, puisque avec le Da Vinci Code, le monde entier s'est intéressé à Rennes-le-Château, ne venait pas de Don Cabrol, mais venait d'un autre dictionnaire de la Bible qui avait été édité à Cambridge, enfin, pas d'un dictionnaire de la Bible, je m'excuse, qui venait du Codex Bézé, qui avait été édité à Cambridge, et où on trouvait le texte du petit parchemin. Ouais, c'est pas tout à fait ça non plus. Attends, non mais laisse-moi finir s'il te plaît. Ça devient intéressant. Non, voilà. Donc, ce texte, hein, ça c'est le texte du Codex Bézé. Hein, une page du Codex Bézé, on le reverra mieux après, c'est ça. Ça, c'est le petit parchemin qu'on connaît. C'est exactement le même texte. Hein, il démarre de la même place, vous voyez, il y a un crochet. Ici. Hein, il y a un crochet ici qui démarre, le crochet on le retrouve là. Les lettres sont exactement pareilles. Ça a simplement été décalé, les lettres ont été décalées pour nous faire le petit parchemin tel qu'on le connaît. Mais ce texte a été écrit par Théodore de Bèze et il a été édité. Bon, alors, il y a une longue histoire qu'on raconte hein, sur ce codex. Il s'est retrouvé à Cambridge, édité à Cambridge, et le théologien allemand, Wieland Wiltler, l'a retrouvé. Hein, et après la sortie du Da Vinci Code, il a dit, mais non, ce n'est pas dans le Don Cabrol, c'est dans le Codex Bézé qu'on a pris ce texte. Le site web de Wiltler n'existe plus, mais j'ai eu le temps de le consulter, j'ai eu le temps de le copier, et sur son site web, Wieland Wiltler dit que quand il s'aperçoit de ça, donc il s'aperçoit que ce n'est pas dans le Don Cabrol qu'on a publié le petit parchemin, mais dans un livre qui est édité à Cambridge, il appelle Jean-Luc Chomeil. Et Jean-Luc Chomeil lui dit, Plantard m'a dit que ce texte, on le trouvait dans un livre qui s'appelle Le Fulcran Vigoureux. Philippe de Cherizet avait, il l'a donné d'ailleurs, je l'ai, il avait le dictionnaire de Fulcran Vigoureux où il y avait le petit parchemin. C'est aussi simple que ça. Et il y a encore plus simple, et ça à l'époque je l'avais fait, rappelez-vous que dans un texte, il dit que ça a été recopié. Recopié où? Pas besoin d'aller à Cambridge. Non, il n'y a pas besoin d'aller à Cambridge. Il fallait aller rue de Richelieu aux Enfers, et vous aviez
les facsimilés, il faut des gants en soie d'ailleurs. Donc c'est là qu'ils ont recopié à la fois le petit et le grand parchemin. C'est aussi simple que ça. Quant à l'histoire de Don Cabrol, ça c'est la mentalité cherisée. C'est-à-dire Cherisé est formé à l'école surréaliste, au mouvement Oulipo, et vous savez qu'il y a des centaines de règles, et le surréalisme consiste à évaluer toute la réalité plus quelque chose qui est inventé. Donc il y a des règles précises qui ont été créées par André Breton dans pour les Gomelles. Donc, pour en revenir au petit comme au grand parchemin, en dehors de Fulcran Vigouroux, où il avait le petit parchemin, eh ben, ils sont allés à la Bibliothèque nationale, rue des Chaulieux, vous pouvez les vérifier, et ils ont eu les facsimilés qui sont sous soie, et et là, interdiction de photographier et de filmer ou n'importe quoi, et de photocopier, il les a recopiés en ancien. Il vous dit qu'il les recopie en ancien. Bon, ça c'est la déclaration de Philippe de Cherisé. Nous on les a retrouvés et photographiés. Donc je ne sais pas si rue de Richelieu on ne peut pas les photographier, mais nous, où on est allé dans une bibliothèque ecclésiastique, on les a photographiés, je vais les montrer. Donc voilà. Donc, alors je ne remets pas en cause ce que dit Jean-Luc, ce que rapporte Jean-Luc des déclarations de Philippe de Cherisé. Moi je sais simplement que Philippe de Cherisé dit qu'il a fait dans le Don Cabrol, que quelqu'un s'aperçoit que c'est pas dans le Don Cabrol qu'on trouve ce texte, mais qu'on le trouve donc dans le Codex Bézet, qui est édité à Cambridge, et que quelqu'un a repris en France, dans le dictionnaire de la Bible, et qui s'appelle Fulcran Vigouroux. Voilà la photographie du dictionnaire de la Bible, Fulcran Vigouroux, vous voyez, dictionnaire de la Bible. Quand on voit le dictionnaire de la Bible, c'est 5 volumes, c'est épais comme ça, et il y a, je ne sais pas, 20 bouquins d'annexes. Là aussi, il y a 250 000 pages. Dans toutes ces pages, il y a un parchemin du Codex Bézet, voilà, qui est intégré comme ça. Vous voyez? Bon, on va le voir. Voilà, c'est comme ça. Quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. On retrouve là le crochet. Et quand on ouvre les deux, voilà. Ici, on a le petit parchemin, qui est donc dans le Fulcran Vigouroux, le dictionnaire de la Bible, et non dans le dictionnaire archéologique de la Bible. Dans une interview à la Gazette, Jean-Luc Chaumeil, ici présent, disait « C'est un surréaliste, Philippe de Cherisé, quand il vous dit d'aller voir Don Cabrol, il faut aller voir le casier à côté. Et c'est là que vous le trouverez. » Et c'est vrai que quand on lisait ça, on disait « Ouais, tu lis ça, tu dis « Ouais, Chaumeil, c'est facile de te faire ça, parce que bon, il s'est trompé. » Et il dit « Oh, voilà. » Et à l'époque, c'est ce que je croyais. Or, quand on vérifie, dictionnaire d'archéologie chrétienne de l'Iturie, ça c'est Don Cabrol. On le voit mal, mais ça c'est Don Cabrol. Et ces deux collections, dictionnaire archéologique de la Bible et dictionnaire de la Bible de Fulcran Vigouroux, sont réunies dans l'encyclopédie des sciences ecclésiastiques, où on a Vigouroux et où on a Don Cabrol. Ça veut dire que ce n'est pas le casier à côté où il faut aller, c'est simplement la page. L'encyclopédie des sciences ecclésiastiques, c'est la collection dans laquelle sont parus les deux livres de Don Cabrol et de Vigouroux. Et j'allais dire que quand on a fait cette découverte, ça justifiait en fait les déclarations de Jean-Luc, et par la même occasion, ce que disait de Cherisé. C'est-à-dire que de Cherisé dit que c'est le Don Cabrol, mais bon, ça peut effectivement être un jeu surréaliste. C'est pas l'autre casier, c'est simplement... ça peut être l'autre casier à la bibliothèque de Richelieu, hein. Mais là où celle où on est allé, il y avait les deux, mais c'est sur la même page. Oui, non, mais là on est d'accord. Mais sur le fait qu'il faut d'abord comprendre, pour que les gens puissent comprendre, que entre Plantard, Cherisé et De Sède, ils travaillaient soi-disant ensemble, mais souvent, quand on disait Plantard, c'était Cherisé. Quand on disait Cherisé, c'était Plantard. Là, ça, il faut bien le comprendre. Et ça vient de leur caractère particulier, puisque Plantard était quand même une sorte de médium. Je dis toujours,
Mad Max en costume 3 pièces avec un nœud de cravate 1940, quelqu'un qui est très froid et qui vous regarde de côté avec un air sournois. Et Cerisay, c'était quelqu'un de très ouvert, parce qu'il abusait du vin d'Ambroisie, et il en abusait d'ailleurs gravement, et lui mélangeait un peu tout, mais il se retrouvait, c'était un poète, il se retrouvait dans une vision. Et Gérard de Seine, c'était quelqu'un de méticuleux, de précis. Tout ce qui était en trop, il a enlevé. Et du dossier qu'il a reçu par les 2 compères, il en a fait quand même 5 livres. Les Templiers sont parmi nous, L'Or de Rennes, l'histoire du mage de Marsal, signé Rosecroix et tutti quanti. Donc il a reçu 1000 pages, il en a fait 5 livres, parce qu'il a précisé les choses. Mais de temps en temps, évidemment, il ne savait pas. Et qu'est-ce qu'il a été faire ici, en professionnel de l'AFP? Il a demandé des spécialistes, notamment pour les codages des carrés magiques. Là, il n'arrivait pas à comprendre Plantard. Et Plantard, il le tenait comme ça. Donc, il y avait une espèce de guerre entre les trois. Entre Plantard et Cerisay, qui a été le premier à la Bibliothèque nationale, qui a sorti le truc, c'est probablement les deux. Celui qui a été, c'est Plantard, et celui qui le savait, qui a eu l'idée, c'est Cerisay. Pourquoi? Parce que Cerisay, il avait un oncle. Et cet oncle, qui habite en Gorre d'ailleurs, dans une région, je ne le dirai pas parce que tout le monde va le dire, il avait des parchemins qui dataient de 1100 et quelques. La famille de Philippe de Cerisay, c'est 14 quartiers de noblesse. Donc c'est pas n'importe quoi. Et ils avaient des parchemins qui remontaient, donc Philippe de Cerisay allait dans la bibliothèque de son oncle. Moi je reste persuadé que c'est Pierre Plantard qui a conçu les parchemins. Bon, alors je reste persuadé, c'est un avis, hein, c'est pas une certitude. Je vais donner un élément, pas de preuve, mais un élément de réflexion. Je pense que c'est un travail pour avoir pendant 10 ans, quasiment toutes les semaines, passé 1 heure sur ces parchemins. C'est un vrai travail de matheux. C'est un matheux qui a fait ça, c'est pas un littéraire, c'est pas un romantique. Pierre Plantard était dessinateur industriel, Philippe de Cerisay était un écrivain, c'était un rêveur, c'était un surréaliste. Et c'était un champion d'échecs. Il habitait à côté de Saint-Sulpice, rue de Servandoni. C'était un champion d'échecs. Alors c'est là que... Mais de toute façon, la création des parchemins, c'est les deux. Parce que c'est les deux, et pas d'autres. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai posé la question à Gérard de Seine, parce que je travaillais avec lui à une époque, et je lui ai dit, mais ces parchemins que vous avez publiés, d'où vous les tenez? Il m'a dit, mais moi je les ai reçus par la poste. Et Gérard de Seine, quand il mentait, ça se voyait un petit peu. Hein, alors, il les a reçus par la poste. Et quand je posais la question à Plantard ou à Cerisay, Plantard et Cerisay, on les a envoyés à Gérard de Seine. Et puis quand je suis allé chez Julliard, là où a été publié le livre de Gérard de Seine, je me suis aperçu d'une chose, c'est que Philippe de Cerisay était rémunéré pour la création des parchemins. Alors là, ça ne trompe pas. Je veux dire qu'il y a plus de chances que ça soit Cerisay, mais avec Plantard, bien sûr, pour la création des parchemins. Cela étant dit, ce n'est pas très compliqué non plus. Une fois que vous avez les originaux, vous faites un texte. Bergère par tentation, vous connaissez la formule. Vous faites comme au Scrabble, vous mettez les lettres dans un chapeau, hein, et puis vous les placez tous les 7 ou 6, les 6 cases, parce que ça fait référence à l'étoile de Salomon. Vous les placez tous les 6 cases, et puis c'est tout. C'est pas sorcier. Vous faites le jeu à l'envers. C'est pas si sorcier que ça. Et puis, évidemment, vous commettez quelques erreurs. Parce que ça, c'est prévu dans les axiomes du surréalisme. Il faut toujours faire croire que le lecteur a compris et voulant lui envoyer une béquille pour le faire tomber. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Vous êtes dans l'histoire Winkler, il a analysé les trucs, il s'est aperçu qu'avec telle lettre,
il ne collait pas. Là, ça a été pareil. Ils ont fait des erreurs volontaires. Et parmi les erreurs volontaires, c'est dans le petit parchemin, ils ont fait quelque chose de grossier. De grossier, c'est-à-dire la formule à Dagobert, roi, ce trésor est la mort, etc. Ça, c'est grossier. Mais ça, c'est fait exprès aussi. C'est fait exprès pour dire, vous voyez, c'est très facile. En fait, ce qui compte, finalement, c'est le grand parchemin. C'est pas tellement le petit parchemin. L'autre, c'est pour attirer et parce qu'il y a aussi l'OPS, parce qu'il y a des petites choses qui sont rajoutées. Mais ces erreurs sont volontaires. Ça, c'est une certitude. C'est dans le système une création surréaliste typique créée par André Breton. À mon avis, à Dagobert, c'est plus création Philippe de Cherizet, et le reste, c'est peut-être il ne faut pas savoir jouer aux échecs pour faire l'histoire des échiquiers dans le code. Ça sert à rien il n'y a même pas de noir, il n'y a même pas de blanc. Donc ça sert à rien de savoir jouer aux échecs. Hein, c'est pas le but. Donc, je pense que c'est Pierre Plantard qui conçoit avec Philippe de Cherizet. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Je veux dire, on s'intéresse au codage, au fait, au papier. Mais par contre, il a toujours été dit que c'est Pierre Plantard qui donne, et Jean-Luc l'a précisé, qui donne un dossier de 1000 pages à Gérard de Sède. Et Gérard de Sède, il va rewriter, il a pas tellement, il a 35%, je crois, hein, des droits d'auteur. Donc on voit bien que c'est Pierre Plantard qui ramène, et peut-être Philippe de Cherizet, qui ramène tout à Gérard de Sède pour lui écrire son livre. Et dans l'Or de Rennes, dans le premier livre qui est écrit sur cette affaire, si on ne tient pas compte de ce qui a été écrit par Robert Charroux, dans le premier livre de Gérard de Sède, on a le fameux voyage à Paris de la Bessonnière. Encore une fois, que la Bessonnière soit partie à Paris ou soit pas partie à Paris, ça n'a pas d'importance. Dans le livre, il est écrit qu'il part à Paris. Et dans le livre, il est écrit qu'il dort chez Année. Hein, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont lu, s'ils se souviennent encore, on dit, la Bessonnière est arrivé, il est allé voir Émile Auffay, et il a dormi chez son cousin, je crois, Année. Or, et c'est pour ça que je pense que c'est Pierre Plantard. Or, Année, on le trouve là. Année, c'est l'éditeur. Année. Année, c'est lui qui a édité le dictionnaire de la Bible de Fulcran-Vigouroux. Je pense que Pierre Plantard laisse une trace dans le premier livre, L'Or de Rennes, pour dire, je vous l'avais bien dit. Alors, peut-être y avait-il un deuxième livre en préparation. Peut-être ce livre a-t-il été fait, mais n'a pas été publié. Mais cette trace, Année, dans le dictionnaire de la Bible, que Gérard de Sède, à mon avis, a pu recopier, puisque c'était sans doute j'allais dire, ce fameux dossier qu'il aurait eu de Pierre Plantard. Je pense que cette marque, Année, sur le dictionnaire de la Bible, où on va trouver le petit parchemin, puisque la Bessonnière vient à Paris pour faire traduire, pour avoir une explication sur ces parchemins, marque un peu l'empreinte. C'est une trace de Pierre Plantard pour signifier, alors non pas que c'est lui qui l'a fait, hein, c'est pas une signature, mais simplement pour reprendre l'information après. Je pense que l'Or de Rennes, après, est parti un peu, je ne vais pas dire en quenouille, hein, mais c'est vrai que je pense que l'idée de Pierre Plantard qu'il avait de faire ce premier livre, c'est un peu mal orienté, quoi. Donc voilà, donc je pense que Plantard a marqué Année, simplement pour dire que c'est dans ce livre-là que j'ai trouvé que Philippe de Cherizet soit au courant d'affaires, que ça soit peut-être lui qui a eu l'idée, je veux dire, c'est secondaire. Hein. C'est le fait que Cherizet habite rue de Servant-Denis. C'est-à-dire, c'est la rue qui est juste derrière Saint-Sulpice. Et c'est la rue où il y avait le Touzé et Année. Lui aussi, forcément, il habite tous les jours, il allait acheter ses cigarettes à côté de chez le Touzé et Année. Bon, maintenant, cela étant dit, Plantard, dans sa famille, et surtout en tant que sacristain, puisqu'il a exercé les fonctions de sacristain à la paroisse de Saint-Louis-d'Antin, évidemment était lui aussi versé dans un certain nombre de questions d'église. Ça aussi, c'est une évidence. Mais, je répète encore, tous les deux marchent ensemble, ils ne font qu'un, hein, et attribuer à l'un
ou à l'autre telle ou telle décision. C'est souvent à 80% Plantard, des fois à 20% Cherizet, et des fois Gérard de Sède qui arrive en troisième partie. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que l'histoire, la bagarre qui s'est passée par la suite entre Gérard de Sède et Philippe de Cherizet contre Gérard de Sède, ça c'était une histoire de fric et de pourcentage. Et Philippe de Cherizet devait toucher 10% pour la confection des parchemins. Et naturellement, il ne les a pas touchés. Et c'est parce qu'il ne les a pas touchés qu'un certain nombre de choses ont été révélées, parce que ce soit de Sède, que ce soit Plantard, que ce soit de Cherizet, ils se sont vengés et ils ont parlé à des journalistes comme moi, par exemple, à l'époque. Donc c'est il devait toucher, je crois que c'est 1 million à l'époque, pour la confection des parchemins. Plantard, lui, il avait sa part, c'était dans le contrat chez Julliard. Dans le contrat chez Julliard, il avait 65%. Mais Philippe de Cherizet devait toucher 10% pour la création des parchemins. Et il ne les a pas touchés. Ça, c'est une certitude.